Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons enfin lire la suite de cette série. Nous avions déjà lu le livre consacré à la Chine antique. Ensuite, la dernière fois, nous avions lu la Grèce antique. Et aujourd'hui, bienvenue dans le monde de la Rome antique. Découvrez l'ancienne civilisation romaine grâce aux questions-réponses de cet ouvrage richement illustré. Et ensuite, il nous restera l'Égypte antique pour la prochaine fois. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur la Rome antique. Bon, j'ai mis un petit cœur en décoration pour le côté romantique. Et on va lire l'arrière du livre. Bienvenue dans le monde de la Rome antique. Remontez le temps jusqu'à l'époque de l'Antiquité romaine. Une foison d'informations fascinantes vous guide dans un fabuleux voyage plein de découvertes. Vous apprendrez ce que mangeaient les Romains anciens et comment ils s'habillaient, contre qui et quoi ils se battaient, et tout sur leurs légendes, dieux et héros. Le Colisée était-il vraiment colossal ? La réponse à cette question et à bien d'autres se trouve dans cet ouvrage qui vous permet d'apprendre de façon ludique. C'est ça qui est bien avec cette série de livres, c'est que c'est présenté de manière ludique et plutôt rigolote, avec beaucoup d'illustrations et des questions. Donc voilà, en gros, les thèmes que nous allons aborder. Les dirigeants, le peuple, jeux et divertissement, architecture et monuments, la mythologie, legs et héros, armée, guerre, réalisation et faits insolites. Et on commence avec le thème, les dirigeants. L'histoire des premiers rois romains mêle légendes et faits. Dans cette histoire figurent de grands dirigeants tels que Auguste et Adrien. Les premiers rois. Tarquin l'Ancien développa Rome en asségeant les marais environnants et en construisant un temple pour le dieu romain Jupiter. Servius Tullius aurait fait construire un mur d'enceinte autour des 7 collines sur lesquelles se situait Rome. La couronne de feuilles de laurier symbolisait la puissance et l'influence politique. Plus tard, Rome devint une république gouvernée par les représentants du Sénat, un conseil composé de nobles. Les lettres SPQR, Sénat et peuple de Rome, figuraient souvent sur des inscriptions et des pièces de monnaie. On les retrouve sur ce symbole ici. Les dirigeants de la République. Auguste fut le premier des empereurs reconnus par le Sénat. Le dernier empereur de l'Empire romain en Europe fut Romulus Augustule. Les empereurs portaient une couronne de laurier sur la tête, symbole du triomphe et du pouvoir. Les lettres SPQR représentaient le statut de Rome en tant que république. À quel événement le dicton Néron chantant devant l'incendie de Rome fait-il référence ? En 44 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Néron. La cité de Rome fut détruite par un gigantesque incendie. Le dicton Néron chantant devant l'incendie de Rome fait référence à la légende populaire disant que l'empereur infâme et fou jouait de la lyre en chantant pendant que Rome brûlait. Personne ne sait si Néron a vraiment joué de la lyre durant l'incendie de Rome. Quel empereur romain changea son nom en Auguste ? Le neveu de Jules César, Octavien, changea son nom en Auguste et se déclara lui-même premier empereur romain en 27 après Jésus-Christ. Quel fut le premier empereur romain
509 avant Jésus-Christ, Tarquin le superbe, roi despotique, fut chassé de Rome par un groupe de nobles romains. En l'absence de souverain, Rome fut proclamée république. Quand l'empereur Auguste fit-il émettre des pièces de monnaie spéciales? L'empereur Auguste fit émettre des pièces d'argent spéciales suite à sa conquête de l'Égypte. L'image d'un crocodile fut représentée sur ces pièces. Des pièces de monnaie spéciales au crocodile furent émises pour célébrer la conquête de l'Égypte par Rome, qui est considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'ancienne Rome sans jamais avoir été empereur. Jules César fut un très puissant général militaire et homme d'État considéré comme l'un des plus grands souverains de l'ancienne Rome. Il n'a pas été empereur car Rome était une république à l'époque où il était au pouvoir. Jules César fut tué à coups de couteau par ses propres sénateurs. Quel empereur romain divisa l'empire en deux parties? L'empereur Dioclétien partagea l'empire romain en deux, après quoi il y eut un maître de l'Occident et un maître de l'Orient. Voilà, on retrouve la boîte à infos, elle nous avait un peu manqué. En 330 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin Ier le Grand fonda une nouvelle capitale pour son empire et l'appela Constantinople. La cité de Constantinople, aujourd'hui nommée Istanbul, est l'une des villes les plus riches en histoire de la Turquie moderne. Lorsque l'empereur Vespasien commença l'édification du Colisée, celui-ci fut appelé amphithéâtre Flavien. Ses fils Domitien et Titus achevèrent cette construction plus tard en 80 après Jésus-Christ. Le nom donné à l'empereur Caligula signifie petite chaussure militaire. Petit garçon, il adorait porter des habits militaires, ce qui fait que les soldats de son père le surnommèrent Caligula. Les chaussures des soldats romains en forme de sandales s'appelaient des Caligulae. C'est du latin, je suppose, avec la terminaison en -ae. Qui était l'impératrice Théodora. L'impératrice Théodora était l'épouse de l'empereur romain Justinien Ier. Elle régna à partie égale à ses côtés et on dit qu'elle était une souveraine belle, intelligente et très compétente. Les fameuses mosaïques de Ravenne montrent d'elle une image très colorée. Quelle cité l'empereur Constantin renomma-t-il en son honneur? L'empereur Constantin renomma la capitale de l'Empire byzantin en son honneur pour l'appeler Constantinople. Quel souverain changea le calendaire romain? L'ancien calendrier romain ne comportait que 355 jours par an. C'est Jules César qui ajouta plus tard 10 jours de plus pour arriver à 365. Quelle statue l'empereur Néron aurait-il imité lors de la construction de sa propre statue? L'énorme statue de l'empereur Néron en personne était probablement une imitation de la gigantesque et ancienne statue grecque du Colosse de Rhodes, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde dans l'Antiquité. Quelle pièce de théâtre écrite par le poète anglais William Shakespeare s'inspire de souverains romains? La pièce Jules César de Shakespeare s'inspire de la vie de ce grand souverain romain. Dans Antoine et Cléopâtre, Shakespeare explore la vie de Marc-Antoine, Marcus Antonius, souverain de l'Empire romain de l'Orient, et sa relation avec Cléopâtre, reine d'Égypte. L'histoire romantique d'Antoine et Cléopâtre inspira fortement le poète anglais Shakespeare. Maintenant, on passe au thème sur le peuple. La société romaine était divisée en différentes classes auxquelles on attachait une grande importance. Rôle des femmes. Les femmes riches restaient habituellement à l'intérieur, pouvant
ainsi surveiller les travaux ménagers et éduquer les enfants. Les femmes pauvres devaient travailler tous les jours à la maison et dans les champs. Loisirs. Les citoyens romains disposaient de beaucoup de temps pour leurs loisirs. Les hommes fréquentaient le forum et se reposaient au terme. Alimentation. Les personnes riches organisaient d'énormes dîners avec des invités, au cours desquels les esclaves servaient des plats de viande, de poisson et des fruits. Le miel était utilisé pour sucrer les plats. Les pauvres mangeaient de la soupe de haricots et du pain. Les Romains aimaient bien la bonne nourriture et les festins copieux. Éducation. Les élèves romains étaient formés pour devenir des orateurs performants. La journée d'école commençant avant le lever du soleil, les élèves devaient apporter des bougies au cours. Les filles apprenaient à filer, tisser et coudre à la maison. Qu'appelait-on doge? Dans l'ancienne Rome, hommes comme femmes portaient une ample pièce d'étoffe sans couture allant jusqu'aux genoux et appelée tunique. Au-dessus de leur tunique, les hommes se drapaient d'un vêtement supplémentaire appelé toge. Les galons et les bordures de la toge indiquaient le rang social du porteur. Les Romains nobles portaient une toge par-dessus leur tunique. Que portaient les femmes sur leur tunique dans l'ancienne Rome? Les femmes de la Rome antique portaient la stola, bande d'étoffe et tôle, sur leur tunique. La stola était une robe longue, retenue à la taille par une ceinture. Une Romaine mariée portait la stola, bande d'étoffe, par-dessus sa tunique. Qu'était le lararium dans une maison romaine? Les maisons romaines antiques possédaient habituellement une chapelle appelée lararium, qui servait d'endroit de culte domestique. On y pratiquait des libations, consistant à verser des liquides tels que lait, huile et vin au bord du feu sacré qui brûlait en permanence sur l'autel. Quel sarcophage qui mange les chairs en grec utilisaient les Romains de l'Antiquité? Les anciens Romains enterraient leurs morts dans un cercueil de marbre sculpté, connu sous le nom de sarcophage. Pourquoi les hommes romains portaient-ils des chevalières? Les chevalières étaient utilisées comme sceaux pour sceller des documents importants. Un Romain imprégnait sa chevalière de cire à cacheter chauffée afin d'apposer ensuite son signe d'autorité. Pourquoi les anciens Romains allaient-ils aux bains publics? Les bains publics, terme des Romains, étaient des endroits où les gens rencontraient leurs amis et traitaient même des affaires. Ils se baignaient dans les thermes, y faisaient de l'exercice et nageaient. Les enfants romains jouaient-ils avec des os? Les enfants romains jouaient aux osselets, genre de jeu de dés en utilisant des os de moutons séchés appelés astragali. Des enfants en train de jouer à un jeu populaire avec des os de moutons séchés. Et la petite boîte à infos. Dans la Rome antique vivaient également des esclaves cultivés. Connus sous le nom de pédagogues, ils instruisaient les enfants des riches familles romaines. Dans l'ancienne Rome, les jeunes gens allaient à l'école de rhétorique pour apprendre l'art oratoire. Les études de rhétorique les préparaient à des carrières juridiques et politiques. Ils pouvaient parfaitement débattre des sujets les plus divers au Sénat romain. Les anciens Romains utilisaient un outil pointu appelé stylus pour écrire sur des planches enduites de cire. Ils gravaient les lettres sur ces planches à l'aide de la pointe aiguisée du stylus. Le stylus était un outil d'écriture comportant une pointe aiguisée. Peut-être l'ancêtre du stylo. Quel reptile représentait-on sur
bijoux romains. Les hommes comme les femmes de Rome antique affectionnaient les bijoux, ont prisé notamment un style de bracelet façonné pour représenter un serpent lové, un bracelet d'or en forme de serpent lové. Quels étaient les deux types habituels de tuniques portées par les femmes romaines? La tunique, tunica, que portaient les romaines était soit le chiton, tunique avec des manches, soit le péplum, tunique sans manches. Comparé à l'habit du même type que portaient les Romains, les tuniques des femmes étaient plus amples et plus longues, allant généralement jusqu'aux pieds. Quels étaient les 4 types de gladiateurs? Il existait 4 catégories principales de gladiateurs: thraces, sécutors, rétiaires et bestiaires, que l'on pouvait distinguer par le type d'armure, les armes et la manière de combattre. Comment l'habit romain révélait-il le rang social de celui qui le portait? Le type d'habit que portait un Romain était une manifestation de son rang social. Le simple citoyen portait la toge, une femme mariée une robe appelée stola, le sénateur arborait des chaussures colorées et sa toge était ornée d'une grande large bande de pourpre. Le petit peuple portait des tuniques blousantes. Les Romains anciens utilisaient-ils des pinces à épiler? C'est très important de savoir ça. Les Romains anciens se servaient de bon nombre d'outils pour soigner leur apparence. Pinces à épiler, peignes fins, épingles à cheveux décoratives et même de petits cure-oreilles. Les Romains tenaient beaucoup à soigner leur apparence. Nous voilà maintenant sur le thème de jeux et divertissement. Les Romains anciens se régalaient de bon nombre de jeux et de divertissements. Les pauvres n'étaient pas exclus et pouvaient assister à la plupart des spectacles car l'entrée était gratuite. Même les plus petits des théâtres de plein air étaient suffisamment grands pour accueillir jusqu'à 7000 personnes. Combats sauvages. Les Romains allaient au Colisée pour regarder des combats de gladiateurs et des luttes entre bêtes sauvages et hommes. Parfois on remplissait le Colisée d'eau pour y reproduire des batailles navales. Course haletante. Le cirque Maxime pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs qui étaient tenus en haleine par des courses de chars. D'autres cirques, stades ouverts, plus petits, organisaient régulièrement des spectacles. Jeux de balle. Les Romains s'adonnaient à plusieurs sports comme l'équitation, l'escrime, la chasse et les jeux de balle tels que le football, le trigon ou l'arpastum. Le trigon se jouait avec une balle dure tandis que la balle de l'arpastum était de taille moyenne. En fait, ce sont les Romains anciens qui ont introduit le football en Angleterre. Les jeux de balle étaient très populaires à Rome. Qu'est-ce qu'un hippodrome? Dans la Rome antique, les courses de chars et de chevaux se passaient à l'hippodrome. Les spectateurs s'asseyaient sur des gradins pour regarder les courses qui se déroulaient sur plusieurs tours de piste. Quel était le lieu où les Romains se retrouvaient pour faire de l'exercice et du sport? Le campus était un site dans la ville avec une piste et un champ. Les Romains s'y retrouvaient pour faire de l'exercice et du sport. Ils pratiquaient la boxe, la lutte, le sprint, le saut et le tir à l'arc. Pourquoi la course de chars était-elle dangereuse? La course de chars était à la fois dangereuse et passionnante parce que les chars, tirés par 2 ou 4 chevaux, se déplaçaient à très grande vitesse. Les accidents étaient fréquents et les participants risquaient de mourir écrasés. Les Romains aimaient la course de chars qui les tenait en haleine. À quelles occasions les Romains anciens avaient
Romains anciens n'avaient le droit de parier que lorsque des courses de chars ou des combats de gladiateurs. Le pari était interdit pour toute autre raison, mais il est probable qu'il existait des maisons clandestines où les hommes jouaient au dé pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'un gladiateur? Les gladiateurs étaient des combattants qui s'affrontaient pour le plaisir des foules romaines. Le nom vient de gladius, qui signifie glaive. Un gladiateur était presque toujours un esclave ou un criminel et devait s'engager solennellement sur le fait qu'il acceptait de mourir. Les gladiateurs combattaient dans une arène devant des milliers de spectateurs. Que signifiaient les spectateurs romains en levant le pouce? Lorsque les spectateurs voulaient qu'un gladiateur soit épargné, ils le signifiaient en levant le pouce. Oui, on le voit bien dans le film Gladiator. Les Romains anciens jouaient-ils à des jeux de balle? Les Romains anciens jouaient à plusieurs sortes de jeux de balle. Ils aimaient le hockey, l'espulsim ludere, sorte de handball, le trigon, l'arbastum et bien d'autres encore. Les balles étaient de toutes sortes, rebondissantes, dures ou molles. Certaines balles étaient fabriquées à partir de laine et de lin. Boîte à info. Lorsqu'ils avaient bien combattu et que la foule était contente, les gladiateurs étaient récompensés par des pièces de monnaie. Un gladiateur d'exception qui avait réussi à survivre après de nombreux combats pouvait même être affranchi. On lui donnait alors une tablette en os sur laquelle était gravé son nom. Pour des jeux, on faisait venir de loin différentes espèces d'animaux pour la distraction du peuple. Lions, girafes, zèbres et même alligators faisaient partie des combats. Parfois, on faisait jeûner des animaux sauvages comme les lions afin de les rendre plus féroces. Le gladiateur rétiaire ne portait qu'un pagne et s'armait d'un filet pour attraper son adversaire. Pourquoi laissait-on tomber un mouchoir au début d'une course de chars? Un responsable laissait tomber un mouchoir pour donner le départ d'une course de chars. 4 équipes, une bleue, une rouge, une blanche et une verte, concouraient sur la piste. Où logeait-on les prisonniers et les bêtes avant un combat? Sous l'arène, le lieu du combat proprement dit, se trouvait tout un labyrinthe de cages et de cachots. C'est là où on enfermait les animaux et les prisonniers avant de les lâcher dans l'arène. Qu'est-ce qu'un bestiaire? Un bestiaire était un gladiateur qui combattait des bêtes féroces. Les Romains adoraient regarder le combat entre un gladiateur et une bête sauvage. Le bestiaire ne s'armait en général que d'un fouet et d'une lance. Gladiateur, bestiaire, combattant un lion féroce. Quels étaient les jeux de société dans la Rome antique? Les Romains jouaient à des jeux de société qui auraient été le précurseur du jeu actuel de dames. Ils utilisaient des jetons en verre ou en céramique, les dés étant généralement en os. Jeux de société avec jetons en verre. Comment les ours amusaient-ils les Romains? Les Romains aimaient les combats d'ours où des chiens spécialement dressés s'attaquaient à des ours enchaînés. Et nous passons maintenant sur le thème de architecture et monuments. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Rome était une des villes les plus importantes du monde, avec d'imposants bâtiments publics, temples, stades, thermes. Parmi les monuments les plus grandioses, on peut citer le Colisée et le Panthéon. Architecture. L'architecture des Romains était très influencée par celle des Grecs. Cependant, les Romains avaient un atout car ils savaient faire du béton. Ils employaient aussi la terre cuite, la brique et la pierre. Le marbre étant coûteux, ils s'en servaient avec parcimonie. Logement.
sous le soleil méridional. Les murs des villas étaient construits en argile et en pierre calcaire. Les Romains les plus riches possédaient 3 villas, une en ville, une à la campagne et une au bord de la mer. Les pauvres plébéiens s'entassaient dans des immeubles appelés insulae, hauts en général de 6 étages. Ces immeubles étaient mal ventilés et mal construits, manquant souvent même de sanitaire ou de cuisine. Le Colisée était un monument unique de l'Antiquité romaine. Le Colisée était-il vraiment colossal? Le Colisée, du mot grec kolossos signifiant énorme statue, était un vaste amphithéâtre pouvant accueillir environ 50 000 personnes. Il mesurait 48 mètres de haut, près de 189 mètres de long et 155 mètres de large. Les entrées étaient au nombre de 80. Quelle structure de l'Antiquité romaine est devenue un site du patrimoine mondial au Royaume-Uni? Le mur d'Adrien, qui marquait la limite septentrionale de l'Empire romain sous le règne d'Adrien, est maintenant un site du patrimoine mondial. Il s'étendait sur 80 miles romains, environ 120 km. Qu'est-ce que le Forum romain? Le Forum romain, Forum Romanum, était une place et un marché importants dans la ville. C'est là où se trouvaient des monuments majeurs tels que les rostres, tribunes aux harangues, des temples, des arcades et des statues. Pourquoi les Romains passaient-ils tant d'heures au thermes? De tous leurs loisirs, le bain était le plus important pour les Romains. Il s'inscrivait dans la routine quotidienne des hommes, toutes classes confondues. Les thermes constituaient un lieu de prédilection pour la détente et la rencontre entre amis. Presque toutes les grandes villes étaient équipées de thermes avec bains de vapeur, bassins d'eau chaude ou froide, salles de sport et massage. Les thermes romains étaient chauffés par de l'air chaud circulant dans une cavité sous le plancher. Les Romains anciens construisaient-ils des pyramides? Après la conquête romaine d'Égypte, on commença à construire des tombes de certains notables en forme de pyramide. La pyramide de Caius Cestius est une des rares qui subsistent encore de nos jours. À quel dieu le Panthéon était-il dédié? À l'origine, le Panthéon n'était pas consacré à un dieu en particulier, mais à tous les dieux romains. De nos jours, le mot Panthéon, de tous les dieux, se réfère à un ensemble de personnages célèbres. Le Panthéon, dont le dôme était le plus grand de l'époque, devint plus tard une église catholique. Le Panthéon est un exemple de l'excellence de l'architecture romaine. À quoi servait l'atrium dans une maison romaine? L'atrium était une grande pièce aérée et bien éclairée par une ouverture dans le toit. Un bassin peu profond au centre, situé sous l'ouverture, collectait les eaux de pluie. On recevait ses invités dans l'atrium, qui était aussi le lieu des réunions de famille. Boîte à infos. Les Romains anciens bâtissaient des aqueducs, des canaux pour conduire l'eau des sources montagneuses jusqu'aux villes. On pense que ces canaux pouvaient fournir environ 1900 litres par jour et par personne. Les aqueducs étaient habituellement portés sur des ponts à arcades. La colonne de Trajan contient un escalier en colimaçon de 200 marches qui monte jusqu'à son sommet. Ce monument en marbre sculpté abritait jadis une urne en or renfermant les cendres de l'empereur romain Trajan. Les Romains étaient des bâtisseurs méticuleux. Afin de s'assurer qu'un mur était parfaitement d'aplomb, ils se servaient d'un bois attaché à une corde, fil à plomb, qui tombait à la verticale. Cet instrument était utilisé par des architectes et bâtisseurs romains. Pourquoi les bâtiments
se servaient-ils de ciseaux à bois? Les bâtisseurs romains utilisaient des ciseaux à bois en fer pour tailler les charpentes et les boiseries dans leur construction. Les charpentes des maisons romaines étaient généralement en bois. Quelle statue représente le mythe de la fondation de Rome? On dit que Rome fut fondée par les frères jumeaux Romulus et Rémus, fils de Mars, dieu romain de la guerre. Abandonnés à la naissance, ils furent élevés par une louve. Une statue en bronze d'une louve allaitant 2 enfants fut érigée en l'honneur de ce mythe. Quelle manifestation était organisée au cirque Maxime? Le cirque Maxime était un vaste stade avec une piste ovale où se tenaient des courses de chars tant aimées des Romains. Les chars étaient habituellement tirés par des chevaux, mais à l'occasion on utilisait aussi des chameaux, des chiens et même des autruches. Comment était conçue la cuisine dans une maison romaine? La cuisine chez les Romains était généralement petite et cachée dans un coin de la maison. Elle ne devait pas être bien éclairée ni bien ventilée. Comment les Romains construisaient-ils des murs? Un mur romain était composé de briques, de pierres et de béton. On les construisait par couches en montant 2 parois de briques ou de pierres avec un espace entre les deux que l'on remplissait de béton. Une fois le béton sec et durci, on recommençait avec une nouvelle couche. Les Romains construisaient des murs solides en briques et en béton. Et là on arrive au thème passionnant de la mythologie. Les dieux et les déesses de la mythologie romaine sont à bien des égards les mêmes que ceux de la mythologie grecque. Toutefois, les Romains les appelaient par des noms différents. Foudre du ciel. Pour les Romains, le dieu suprême, Zeus, s'appelle Jupiter. Sa femme, Junon, porte le nom d'Héra chez les Grecs. Les attributs et symboles sont pour la plupart identiques, comme par exemple la foudre de Jupiter et les sandales ailées de Mercure. Un dieu populaire. Apollon est un des rares dieux à porter le même nom chez les Grecs comme chez les Romains. L'empereur romain Auguste fit d'Apollon son protecteur et durant son règne fit construire un temple en l'honneur du dieu. Dieu particulier. Les Romains avaient également des dieux qui leur étaient propres, comme Janus aux 2 visages. Chaque famille honorait des dieux domestiques appelés Yar, esprits protecteurs, auxquels on réservait un lieu sacré dans la maison. Le dieu Janus aux 2 visages pouvait regarder dans 2 directions à la fois. Quel dieu romain a les yeux bandés? Cupidon, dieu romain de l'amour, est souvent représenté comme un garçon ailé aux yeux bandés. On peut également le voir représenté en adulte accompagné de son amante, Psyché. Cupidon, dieu de l'amour, ne pouvait pas voir qui il visait avec sa flèche. Quel est le lien de parenté entre la déesse Junon et Jupiter? En plus d'être la femme de Jupiter, Junon, déesse du mariage et de l'enfantement, était aussi sa sœur. Quel dieu romain est symbolisé par un trident? Neptune, dieu romain de la mer, portait une lance à 3 pointes appelée trident. Qui était le forgeron parmi les dieux romains? Vulcain, dieu romain du feu, fabriquait des armes et des armures pour les autres dieux. On l'associait aux éruptions volcaniques. Le mot volcan est tiré de son nom. Le dieu forgeron Vulcain, qui forgeait le fer sous un volcan. Qui était la déesse romaine de l'aurore? La déesse romaine de l'aurore était Aurore. Son frère était le soleil et sa sœur la lune. Quelle divinité romaine avait pour animal sacré un âne? L'âne était
associe-t-on au dieu romain Faunus. Faunus, dieu romain des champs et forêts, était souvent accompagné de créatures mi-hommes, mi-chèvres, appelées faunes. Lors des fêtes en son honneur, les lupercules, des prêtres, luperci, se promenaient dans les rues habillés de peaux de chèvre et frappaient des passants avec des ceintures en peau de chèvre. Le faune était une créature imaginaire mi-homme, mi-chèvre. Et on retrouve la boîte à infos. Jupiter, dieu suprême, est également le dieu de la lumière et du ciel. Le dieu romain Sylvain prend son nom du mot latin silva, signifiant bois ou forêt. Sylvain était le gardien des forêts et des bocages, ainsi que le protecteur des bovins. La déesse romaine Cérès portait toujours une botte de blé car elle était la déesse de l'agriculture. Son nom nous a donné le mot céréale. La botte de blé symbolisait la prospérité et la fécondité. L'hippocampe était-il poisson ou cheval? Dans la mythologie romaine, l'hippocampe était un être avec la tête et le torse d'un cheval et la queue d'un poisson. On croyait que l'hippocampe tirait le chariot du dieu des mers, Neptune. Que représentait la déesse Flore? Flore était la déesse romaine des fleurs. Dans l'Antiquité, on la fêtait lors des floralies qui avaient lieu entre le 18 avril et le 1er mai. Quelle déesse égyptienne était également vénérée par les Romains anciens? Isis, déesse égyptienne bien-aimée, était également vénérée par les Romains anciens. Pourquoi le dieu Janus a-t-il deux visages? Janus était le dieu romain des portes et des passages. On le représentait avec deux visages pour signifier sa capacité à regarder dans deux directions à la fois. Que représentait la déesse Luna? Luna, qui signifie lune en latin, était la déesse romaine de la lune. On la représentait souvent traversant le ciel sur un chariot blanc. Et on arrive maintenant à la partie sur les légendes et héros. La légende raconte que Romulus et Rémus voulaient construire une ville, mais ne savaient pas lequel des deux en serait roi. Ils décidèrent donc d'attendre un augure propice. Rémus vit passer 6 vautours et en conclut qu'il s'agissait d'un signe en sa faveur. Mais peu après, Romulus en vit 12. En fin de compte, Romulus tua Rémus et fonda la ville de Rome sur le mont Palatin. Hercule, le héros. Bon nombre des légendes et héros de la mythologie romaine sont empruntés des Grecs. Le héros mythique Hercule est inspiré d'un personnage héroïque grec, Héraclès. Selon la légende romaine, Hercule était le fils du dieu Jupiter et d'une femme humaine. Sa marâtre, la déesse Junon, en était jalouse et essaya de s'en débarrasser en mettant 2 serpents dans son berceau. L'enfant était si fort qu'il réussit à étrangler les serpents. Les Romains représentaient souvent Hercule dans leurs sculptures et peintures. Le temple d'Hercule fut érigé en son honneur. Même bébé, Hercule jouissait d'une force surhumaine. Comment Horace sauva-t-il Rome? Lors d'une bataille féroce contre les Étrusques, le héros romain Horace défendit le seul pont restant pour accéder à Rome. Il y resta, maintenant l'ennemi en échec, pendant que ses compagnons détruisaient le pont. Une fois la mission accomplie, il plongea dans le Tibre et regagna Rome à la nage. Qui étaient les Furies? Les Furies étaient 3 sœurs qui vivaient aux enfers et représentaient la vengeance. Elles punissaient des pécheurs et des malfaisants. Bien que cruelles, elles étaient aussi considérées comme justes. De quelle manière
Dans certaines légendes romaines, Cupidon naquit d'un œuf d'argent. Le nom Cupidon vient du mot latin cupidos, signifiant désir. De quoi étaient faits les cheveux de la gorgone Méduse? Méduse était un monstre dont la chevelure était composée de serpents. On la trouve d'abord dans la mythologie grecque, mais plus tard elle fit aussi partie de la mythologie romaine. Pour les Grecs, elle appartenait à un groupe d'êtres monstrueux appelés gorgones. Tout ce que regardait Méduse se transformait en pierre. Et là on a une image de Horace qui sauve Rome de la défaite. Quelle créature pouvait tuer avec ses yeux? Selon les légendes grecques et romaines, un monstre meurtrier appelé basilic pouvait tuer d'un seul regard. Cette créature est aussi nommée basilicoque en raison de la croyance voulant qu'il soit né d'un œuf couvé par un serpent ou un crapaud. Les yeux d'un basilic pouvaient transformer un être vivant en pierre. Qui était la déesse romaine Trivia? Trivia était la déesse romaine des carrefours. Son nom signifie des trois voies. On peut la comparer à la déesse grecque Hécate, qui hantait des carrefours à trois voies. Hécate est habituellement représentée avec trois visages, chacun tourné vers une direction différente. Quel est le nom romain du héros de l'Odyssée grecque? Le héros grec dont les périples sont racontés dans l'Odyssée, l'épopée du poète grec Homère, était connu des Romains sous le nom d'Ulysse. Dans une de ses aventures légendaires, Ulysse combattit le monstre à 6 têtes, Scylla. La petite boîte à infos. Capturé par l'armée étrusque, le héros romain Mucius aurait volontairement brûlé sa main droite. Le roi étrusque fut si impressionné qu'il décida de relâcher Mucius, qu'ensuite on nomma Scaevola, ce qui signifie gaucher. Selon la légende de l'Antiquité romaine, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, naquit de l'écume de la mer Méditerranée. On dit que Rome aurait échappé à l'envahisseur parce qu'un troupeau d'oies du sanctuaire de la déesse Junon donna l'alarme. Pour commémorer la légende, un général romain du nom de Marcus Furius Camillus fit construire un temple sur le Capitole. Un troupeau d'oies donna l'alarme et sauva Rome. Qui étaient les jumeaux célestes? On appelait Castor et Pollux les jumeaux célestes. Ils sont associés à la constellation des Gémeaux, dont deux des étoiles les plus brillantes portent le nom des deux frères. Deux des étoiles de la constellation des Gémeaux portent le nom des jumeaux Castor et Pollux. Qui est le héros de l'Énéide, l'épopée de Virgile? Le héros de l'Énéide est Énée, grand soldat mythique de la guerre de Troie. L'Énéide est l'ouvrage du poète Virgile qu'il a écrit pour célébrer Énée, symbole du héros romain idéal. Qui étaient les centaures? Dans la mythologie romaine, les centaures étaient des créatures de légende, mi-homme, mi-cheval. Ils avaient le visage d'un homme et les pattes d'un cheval. Qui était Didon? Didon était la reine du royaume nord-africain de Carthage. Selon la légende, le héros troyen Énée et Didon s'aimèrent d'un amour tendre, mais lorsqu'Énée dut la quitter et retourner en Italie, Didon se donna la mort. Pourquoi Arria est-elle considérée comme une héroïne romaine? Selon la légende, l'empereur Claude ordonna à l'époux d'Arria de se donner la mort, mais celui-ci ne s'en sentait pas le courage. Arria prit alors le poignard de son mari et s'en ouvrit le ventre en l'assurant que cela ne faisait pas mal. Didon, reine de Carthage, eut le cœur brisé après le départ d'Énée pour Rome. Maintenant, nous allons en apprendre un
nombreuses armées romaines étaient fortes et bien organisées. Ce fut la première armée de métier dans le monde et elle était composée de militaires qui en avaient fait un choix de carrière et un moyen de gagner un salaire. On exigeait des soldats de s'engager pour un minimum de 25 ans. Légion. L'armée romaine se structurait en légions. Chaque légion se déclinait en unités appelées cohortes, puis en centuries. Un poignard, un javelot, infanterie. La légion romaine était fière et orgueilleuse du niveau d'entraînement de son infanterie. Une unité de cavalerie comportait environ 500 soldats à cheval. Campagne. Les Romains menaient leur guerre selon des stratégies de campagne minutieusement planifiées. Les différentes unités étaient sous les ordres d'un commandant de camp. Avant de pouvoir se retirer pour la nuit, les soldats devaient creuser des fossés et élever des murs autour du camp. Outre ses armes, chaque soldat portait ses provisions et son équipement pour établir le camp. Quelles étaient les unités les plus importantes dans l'armée romaine? Les unités les plus importantes dans l'armée romaine étaient les légions. Une légion pouvait comporter jusqu'à 6000 soldats. Comment un soldat romain se protégeait-il lors d'une bataille? Le légionnaire romain se protégeait au moyen d'un lourd bouclier appelé scutum ou scutum ou scutum. Je ne sais pas comment ça se prononce. Qu'est-ce que la baliste? La baliste était une sorte de catapulte que l'armée romaine utilisait lorsqu'elle assiégeait une ville ou un fort pour lancer de lourdes pierres par-dessus les murs. Ce type de catapulte était conçu pour lancer de grosses pierres sur l'ennemi. Les soldats romains se déplaçaient-ils en permanence? Les soldats romains devaient couvrir de très grandes distances pour atteindre les diverses parties du vaste empire romain et les défendre des attaquants et envahisseurs. Ils marchaient toute la journée et se reposaient la nuit. Soldats romains se reposant après une longue journée de marche. Qu'est-ce qu'un sacramentum? Lorsqu'un soldat s'enrôlait pour le service dans la Légion, il devait prêter un serment solennel, le sacramentum ou sacramentum, auprès du général et de l'empereur, s'engageant ainsi à accomplir ses devoirs même si cela devait lui coûter la vie. Qu'est-ce qui surmontait le casque du soldat romain? Le casque du soldat romain était surmonté d'un anneau ou porte-plumet afin d'y attacher un plumet lorsque cela était nécessaire. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'une cohorte? Une cohorte était composée d'environ 500 guerriers répartis dans des centuries de 80 à 100 hommes. Et enfin, la boîte à infos. La légende raconte que l'empereur Claude II interdit le mariage aux militaires. En guise de protestation contre cette interdiction, un prêtre romain appelé Valentin célébrait clandestinement les mariages de bon nombre de soldats. C'est ainsi qu'est née la tradition de la Saint-Valentin. Je l'apprends, je ne le savais pas du tout. Un groupe de 80 à 100 soldats s'appelait une centurie. La centurie était commandée par le centurion. Les soldats de l'Antiquité romaine cuisinaient leurs repas dans des fours creusés dans les murs de leur fort. Ils mettaient la nourriture dans des paterae ou gamelles. On dit que parfois ils portaient leur gamelle comme un casque sur la tête. La gamelle du soldat pouvait à l'occasion servir de casque. Quel était le rôle de l'étendard? L'étendard était un haut poteau surmonté de différents insignes et symboles dont certains représentaient des animaux. À une époque plus tardive, beaucoup d'étendards affichaient également l'image de l'empereur. Sur le champ de bataille, les étendards permettaient de rassembler des unités
sel, une denrée rare et chère à cette époque. L'origine du mot salaire est le mot latin salarium qui signifie sel. Ah ben on en apprend tous les jours. Quelles armes les Romains portaient-ils? Le soldat romain était armé d'un glaive et d'une lance appelée pilum. Il se protégeait avec une cotte de maille faite de lamelles métalliques disposées en écailles de poisson, un casque en métal et un bouclier rectangulaire qui s'incurvait autour du corps. Un soldat portant son armement complet. Quel matériau utilisait-on pour fabriquer le bouclier romain? Le bouclier romain était habituellement fabriqué à partir de planches de bois recouvertes de peau. Quelle était la durée de vie des bottes d'un soldat romain? Le soldat romain aurait eu besoin de 2 paires de bottes par an. On a calculé que les bottes d'un soldat romain auraient parcouru environ 483 km sur les routes goudronnées d'aujourd'hui. On reste un peu dans le même thème avec les guerres. L'Empire romain est réputé comme ayant été l'une des plus grandes puissances militaires de tous les temps. Mais au départ, Rome n'était qu'une petite cité qui, pour survivre, devait se battre contre des voisins puissants. Petit à petit, les Romains réussirent à se constituer une armée solide qui remporta de nombreuses victoires. Les Étrusques. Les Étrusques furent parmi les premiers à combattre Rome. Toutefois, bien que disposant de forces supérieures, les Étrusques ne parvinrent pas à la vaincre. Guerre punique. La première guerre punique opposa Rome et Carthage en 264 jusqu'à 241 avant Jésus-Christ. Son objectif était la conquête de la Sicile. Lors de la seconde guerre punique, le général carthaginois Hannibal surprit les Romains en traversant les Alpes. Les Romains subirent un échec cuisant à la bataille de Canea, Cannes. Enfin, le général Scipion l'Africain ayant pris la commande, l'armée romaine sortit victorieuse des guerres puniques. Parmi d'autres combats importants menés par les Romains, on peut citer les campagnes de Trajane contre la Dacie et la bataille de Cynoscéphale. Le glaive puissant de Rome conquit de nombreux pays. Quand est-ce que les Romains ont conquis les îles britanniques? Jules César essaya à 2 reprises d'envahir les îles britanniques, en 54 et 55 avant Jésus-Christ, tentative demeurée sans succès. Ce n'est qu'en 43 après Jésus-Christ que la grande armée envoyée par l'empereur Claude réussit à pénétrer dans ces îles et les conquérir. Qu'est-ce que la Pax Romana? La Pax Romana ou paix romaine désigne une période d'apaisement durant l'Empire romain. Longue de plus de 200 ans, ce fut une époque de grands progrès dans la littérature, les arts et autres domaines créatifs de Rome. Qui était Pompée le Grand? Le général romain Pompée fit partie du premier triumvirat associant les 3 dirigeants Jules César, Crassus et Pompée. Qui était Spartacus? Spartacus était un esclave des Romains qui mena une insurrection contre l'Empire romain. Il fut tué lors de la bataille qui opposa les rebelles à une grande armée romaine. Spartacus combattit la puissante armée romaine. Pourquoi Hannibal a-t-il traversé les Alpes? Hannibal était un général militaire de Carthage qui traversa les Alpes pour combattre les Romains. Il était à la tête d'une grande armée de fantassins, de cavalerie et d'éléphants. Hannibal et ses éléphants de guerre. Pourquoi Jules César franchit-il le Rubicon? Jules César franchit sans autorisation le Rubicon à la tête de son armée afin de conquérir la Gaule, ancien nom de la France. Aujourd'hui, on dit qu'on franchit le Rubicon en parlant
que les centurions portaient un casque surmonté d'une crête afin que les soldats puissent les repérer facilement sur le champ de bataille et s'y rallier. Crête de commandant romain. En l'an 410, les Wisigoths, sous la commande du roi Alaric, envahirent Rome et la mirent à sac. En 455, Rome fut de nouveau envahie et détruite par un peuple germanique appelé Vandale. On sait d'où vient le nom Vandale maintenant. Qui était Boudica? Boudica était chef de la tribu des Icénies dans l'est de l'Angleterre. En l'an 61, elle fit soulever sa tribu contre l'occupant romain. Boudica et son armée marchèrent jusqu'à la ville de Colchester qu'elles assaillirent. L'assaut ayant échoué, Boudica choisit de se donner la mort en avalant du poison plutôt que de se laisser capturer. Statue de Boudica, reine guerrière des Icénies. Quel était l'étendard le plus important pour la Légion romaine? Pour le soldat romain, l'étendard le plus important était celui que portait l'aigle de la Légion. En bronze ou en argent, celui-ci symbolisait la puissance de Rome et l'honneur de la Légion. Sa perte aurait été déshonorante. Étendard portant l'Aquila, l'aigle. Pour quelle raison Carthage était-elle si importante? Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Carthage était la plus grande puissance navale de la région méditerranéenne. Cette ville contrôlait la circulation des marchandises en Méditerranée et profitait largement des richesses des mines d'or et d'argent d'Espagne. À l'époque de la conquête romaine de la péninsule italienne, son emprise s'était étendue à la quasi-totalité de l'Afrique du Nord. De quelle manière Horace maintint-il les Étrusques en échec? L'armée étrusque était sur le point de pénétrer dans Rome, mais Horace l'empêcha de franchir un des ponts d'accès à la ville. Il ordonna à ses concitoyens de détruire le pont pendant qu'il maintenait les Étrusques en échec. Qu'est-ce que la formation en tortue? Les légionnaires s'alignaient en formation spécifique sur le champ de bataille. Pour se protéger des flèches et des lances de l'ennemi, ils recouvraient leur tête et leur corps de leurs boucliers en se regroupant dans ce qui s'appelle une formation en tortue. Voilà, maintenant nous allons lire le thème des réalisations. Les Étrusques, qui régnèrent sur Rome durant près d'un siècle, laissèrent derrière eux un grand héritage incluant les premiers remparts de la ville et un système d'assainissement appelé Cloaca Maxima. Avec le temps, un vaste réseau routier relia la quasi-totalité des lieux appartenant à l'Empire, ce qui à son tour favorisa le développement des échanges commerciaux. Les activités artistiques et littéraires étaient également florissantes. Le latin, la langue des Romains anciens, constitue la base de bon nombre de langues européennes modernes. Nous utilisons toujours les chiffres romains, notamment pour les montres et les horloges. Bon, de moins en moins maintenant avec le numérique. Chauffage central. Ingénieux, les Romains construisaient leurs pièces avec un plancher posé sur des pierres, afin que l'air chauffé par des chaudières puisse circuler dans l'espace entre le sol et le bâti et diffuser ainsi la chaleur dans l'ensemble du bâtiment. Ce vieux système de chauffage central avait pour nom hypocauste. On a la montre moderne à chiffres romains. Roue à aube. Les Romains inventèrent la roue à aube afin de pouvoir drainer des mines. D'autres inventions étonnantes de ce peuple ingénieux incluent des routes droites, la chasse d'eau, le hamburger et le maquillage. Sur combien de continents l'Empire romain s'étendait-il? À son apogée, l'Empire romain s'étendait sur une partie de l'Europe, de l'Afrique et de
castor remonte à l'époque des Romains. Le mot latin signifiant camp est castra, ce qui montre que des villes comme Worcester, Lancaster ou Manchester étaient jadis des camps romains. Quelle était l'étendue du réseau routier romain? L'Empire romain, qui s'étendait de la Mésopotamie en Asie à l'Angleterre, possédait un vaste réseau routier représentant un total de plus de 80 500 km. Quelques routes romaines sont toujours utilisées de nos jours. Voyageurs romains traversant l'un des nombreux ponts qui reliaient le réseau routier de l'Empire romain. Des fables immortelles sont-elles l'œuvre d'un esclave romain? Un écrivain romain du nom de Phèdre, qui naquit esclave, écrivit bon nombre de fables inspirées du célèbre Ésope. Des histoires de Phèdre comme le renard et les raisins ou le loup et l'agneau sont toujours lues de nos jours. Le loup et l'agneau, je croyais que c'était La Fontaine ou je dis des bêtises. Dans la fable Le loup et les raisins, le renard n'arrive pas à atteindre les raisins. Pourquoi doit-on le recensement moderne aux Romains? La notion moderne selon laquelle un État effectue un décompte de sa population par un recensement trouve son origine chez les Romains. Le terme latin est census. La procédure romaine nécessitait de faire sous serment une déclaration de son âge, des membres de son foyer et de ses biens. Boîte à infos. L'empereur romain Justinien établit le Code Justinien, un recueil de toutes les lois de la Rome antique. Ce code est la base sur laquelle s'appuient tous les systèmes judiciaires du monde occidental d'aujourd'hui. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin promulgua l'édit de Milan, donnant la liberté de culte aux chrétiens. En 380 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose conféra au christianisme le statut de religion officielle. Les ingénieurs romains n'avaient guère d'égal au monde. Ils construisaient des routes, des ponts, des aqueducs et de grands réseaux de canalisation d'assainissement. Pour effectuer des calculs précis, ils utilisaient des instruments tels que des mètres pliants, compas et fil à plomb. Les ingénieurs romains disposaient d'instruments très avancés. Combien de temps l'Empire romain a-t-il perduré? La puissance romaine commença à se faire sentir vers 200 avant Jésus-Christ. 3 siècles plus tard, les Romains gouvernaient un vaste empire. Cet empire commença à décliner au 5e siècle après que Rome eut subi des assauts des guerriers germaniques. Les Romains anciens inventèrent-ils vraiment le béton? Le béton durable comme matériau de construction a été inventé par les anciens Romains. Quel gouvernement introduisit le premier un programme de santé publique? Les Romains anciens s'employaient beaucoup à l'amélioration de leur système de santé publique. Ce fut en effet la première civilisation à introduire un programme de soins de santé pour tous. Les médecins utilisaient des instruments médicaux comme des sondes, des couteaux repliables, des scalpels et des forceps pour les opérations chirurgicales. Les crochets chirurgicaux, sondes et spatules. Qui conquit la Gaule? La Gaule, maintenant la France, fut conquise par Jules César. En quoi Santa Sofia était-elle unique? Érigée par l'empereur Justinien, Santa Sofia était la plus grande des églises de son époque. L'édifice existe toujours à Istanbul et se nomme actuellement Hagia Sophia ou Hagia Sophia, Sainte Sophie. Santa Sofia était la plus grande église de son époque. Et là, c'est le dernier thème, les faits insolites. Les noms des 9e, 10e, 11e et 12e mois de notre calendrier viennent des mots latins signifiant
signifiant 7, 8, 9 et 10. Jeu de nombres, notre calendrier moderne fut établi par les Romains anciens. Il comprenait alors 10 mois allant de mars à décembre. Le nom décembre vient du mot latin pour 10, novembre pour 9, etc. Lorsque plus tard on ajouta janvier et février, septembre devint le 9e mois, tout en retenant le sens ancien. Le nom des mois, les noms janvier, février et mars viennent respectivement du nom des dieux, Janus, Phébrus et Mars. L'origine de mai et juin est probablement les noms des déesses Maya et Junon. Celle de juillet et d'août est le nom de Jules César et d'Auguste César. Mais oui, tout s'explique. Jules César donna son nom au mois de juillet. Qu'est-ce qui est resté sous les cendres pendant des siècles entiers? En l'an 79, le volcan du Vésuve entra subitement en éruption. L'éruption du volcan du Vésuve fut très subite. Le peuple de Pompéi, une ville romaine située au pied du volcan, essaya de s'échapper, mais la plupart d'entre eux furent ensevelis sous des couches de cendres et de braises brûlantes. Pompéi resta recouverte de cendres volcaniques jusqu'au jour où, au XVIIIe siècle, des archéologues la remirent à jour. Le livre existait-il avant l'époque des Romains anciens? Les Romains anciens inventèrent le livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avant cette époque, on écrivait sur des rouleaux de parchemin ou de papyrus. Les Romains reliaient des feuilles de parchemin pour en faire des livres avec des pages que l'on pouvait tourner. Les Romains anciens mangeaient-ils avec leurs doigts? Les Romains anciens utilisaient soit leurs doigts, soit des cuillères pour manger. Ils n'avaient ni couteau de table, ni fourchette. Quels étaient les forts du littoral saxon? Les Romains construisirent les forts du littoral saxon sur la côte sud-est de l'Angleterre. Ces forts étaient censés protéger l'Empire romain contre les agresseurs qui traversaient la Manche et la mer du Nord. Que portait une mariée romaine à la taille? Une mariée romaine portait une ceinture nouée à la taille. Seul le marié pouvait la dénouer. Ce nœud s'appelait nœud d'Hercule, parce que la mythologie romaine considérait Hercule comme le protecteur de la vie conjugale. La mariée romaine portait un voile orange et une ceinture nouée d'un nœud spécial. Pourquoi les Romains anciens portaient-ils la bague de fiançailles à l'annulaire gauche? Les Romains anciens portaient la bague de fiançailles à l'annulaire gauche parce qu'on croyait que ce doigt était relié directement au cœur. Qui fut l'empereur africain de Rome? Septime Sévère, un Africain de Libye, fut empereur de Rome de 193 à 211 après Jésus-Christ. Donc là, c'est la dernière boîte à infos. On pense que des femmes comptaient parmi les gladiateurs de Rome. Des archéologues ont trouvé des ossements d'une fille qui aurait pu être gladiateur. On a également trouvé des bas-reliefs de 2 femmes combattantes. À Rome, on pouvait confier ses vêtements sales à des fouleurs, des personnes qui nettoyaient des textiles en les frottant d'urine et en les brossant ensuite avec des peignes. Les étudiants romains se munissaient de bougies car la journée scolaire commençait bien avant le lever du soleil. L'enfant romain devait se munir d'une bougie pour aller à l'école. Les temps ont bien changé. La dernière page. Que protégeait la déesse Cloacine? Les Romains portaient un soin particulier à leur canalisation et même leur consacraient une déesse, Cloacine, protectrice des systèmes d'assainissement. Son nom est associé au mot latin cloaca, signifiant égout. Pourquoi plaçait-on une pièce de monnaie sur la bouche d'un mort? Les Romains anciens croyaient que l'esprit d'un mort allait aux enfers, qui
servir à payer Charon, le batelier des enfers, on plaçait une pièce de monnaie sur la bouche d'un mort. Les écoliers romains s'arrêtaient-ils à midi? Dans les écoles romaines, les enfants s'arrêtaient à midi pour déjeuner et faire la sieste. Ils reprenaient leur classe au milieu de l'après-midi. Pourquoi posait-on un nouveau-né au pied de son père? Le père romain avait l'autorité absolue sur la vie de son enfant. S'il soulevait le bébé posé à ses pieds, cela signifiait qu'il le reconnaissait. Mais s'il s'en détournait, l'enfant était condamné à mourir ou bien pouvait être recueilli par quelqu'un d'autre. Les Romains enterraient-ils leurs morts dans des chambres souterraines? À Rome se trouvaient des chambres mortuaires souterraines appelées catacombes, reliées par des couloirs. On creusait les tombeaux dans les murs des catacombes et on les fermait avec des briques ou du marbre. Les catacombes étaient constituées d'un réseau de chambres mortuaires. Voilà, nous avons fini ce livre pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu et détendu. Personnellement, j'ai trouvé cela très instructif. En attendant de vous retrouver bientôt pour l'Égypte en